Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les Togolais dans l'attente des résultats des élections législatives. Après plus d'un an de crise politique, de manifestations pour demander des réformes institutionnelles et le départ du président Faure Gnassingbé, la principale coalition de l'opposition a boycotté ce scrutin du 20 décembre. Le parti présidentiel pourrait rafler les 4/5 des sièges. Percée du mobile money en Afrique subsaharienne de 177 millions de comptes, un marché qui pourrait générer plus de 1,5 milliard de dollars d'ici à 2019. Une véritable révolution de ce mode de paiement lancé il y a à peine 10 ans au Kenya. Une classe moyenne africaine, des avancées capitales ces 10 dernières années. La Banque africaine de développement recense 350 millions de personnes appartenant à cette classe à travers le continent. Mais quelle réalité se cache derrière l'émergence de cette classe moyenne? Le niveau de vie des Africains s'est-il réellement amélioré? Je poserai la question à mes invités. Les invités qui sont ce soir et j'ai le plaisir de les accueillir. Monsieur Hamidine Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. À mes côtés également monsieur Sylvain Ulrich Obam, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à notre premier débat. Les Togolais étaient aux urnes ce jeudi pour choisir leurs députés dans un contexte de crise politique. Ce rendez-vous a été boycotté par la principale coalition de l'opposition, conformément aux engagements formulés par la C14 depuis le début du mois de décembre. Au cœur de la contestation, des irrégularités dans le processus électoral qui favoriseraient directement le pouvoir en place. Et le seul véritable enjeu de cette élection réside donc désormais au niveau du taux de participation. Reportage Emefa Kofi. Circulation réduite ce 20 décembre 2018, jour des élections législatives au Togo. Les activités économiques ont tourné au ralenti, alors que la population togolaise est invitée à renouveler les 91 députés à l'Assemblée nationale. Dans les bureaux de vote, l'affluence n'est pas celle des grands jours. La sécurité est là. J'avais peur avant d'y arriver ici, mais depuis que je suis arrivé, je vois que je n'ai pas à m'inquiéter et que je suis serein. Je pense que je trouverai mon nom, je vais voter en toute convivialité. Vu tout ce qu'il y a eu comme campagne de démobilisation, je pense que pour l'heure, l'affluence n'est pas là, mais déjà on peut remarquer une certaine participation qui est encourageante. Selon le président de la commission électorale, dans le moyen mono où un incendie a été déclaré la veille des législatives, tout est rentré dans l'ordre et les élections se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire. Du côté des observateurs, l'on assure poursuivre la mission à eux assignée. Sur base des bureaux de vote que nous avons visités, nous pouvons dire que le vote se passe normalement. Le rapport ne peut être établi qu'au terme d'une observation globale de la ville de Lomé, mais aussi d'une observation globale de l'ensemble du pays. À l'intérieur du pays, des incidents maîtrisés par la force sécurité élections ont été signalés. Ils sont plus de 3 millions d'électeurs appelés à voter dans 8 490 bureaux de vote pour le compte des législatives de 2018. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition a appelé au boycott de ces scrutins qui se déroulent sous haute dispositif sécuritaire. Alors, aucun chiffre officiel sur le taux de participation ni sur la tendance qui serait en train de se dessiner à Hamidine Kane. Mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que le pays se dirige vers une victoire du parti présidentiel? Est-ce que l'UNIR a une victoire assurée finalement? Absolument, c'est une victoire assurée. Et puis moi, je déplore le fait que les partis politiques togolais ne se soient pas mis en marche pour aller aux élections. Parce que les élections législatives sont des élections importantes et puis c'est ça qui va définir justement la modification constitutionnelle à venir pour qu'il puisse se représenter en 2020 et en 2025. Quand il aura la majorité au Parlement, il pourra faire à sa guise ce qu'il veut de ce pays.
Et ça, c'est vraiment déplorable pour les Togolais qui se battent depuis fort longtemps sous cette dictature, sous cette chape de plomb. Et je crois qu'ils ont fait une erreur monumentale. Ils auraient pu, depuis 2 ou 3 ans qu'ils manifestent, ils auraient pu se comprendre. Mais chacun ne cherche qu'à balayer devant sa case. Ça veut dire avoir un petit nombre de députés et puis ne pas se soucier de l'intérêt du pays. Parce qu'il en va de l'intérêt du Togo. Le Togo est gouverné depuis à peu près plus de 51 ans par les Yaya Dema. Son père, jusqu'en 2005, avait gouverné 38 ans. Et lui, en 2005, il a pris par la force, par la violence, il a pris le pouvoir. C'est par la violence qu'il a pris le pouvoir. Gnassingbé. Et puis ça, c'est déplorable. On a vu que le Togo ne bouge pas. Les premières années du règne de son père, Yaya Dema, ont été des années peut-être un peu fructueuses. Mais depuis lors, c'est une stagnation totale. Et puis c'est dommage pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui a les potentialités de développement. Et donc moi, je me dis que Faure Gnassingbé, même s'il gagnait les élections, il n'a pas intérêt à modifier la Constitution. Parce qu'il faut d'ailleurs qu'il parte. Il faut qu'il partisse. Il faudra le dire clairement. Parce que les vieux dinosaures, même s'il est jeune, c'est un vieux dinosaure. Parce qu'il a participé dans les gouvernements de son papa. Donc il faudra aussi qu'il pense à partir. Parce qu'il est temps. L'Afrique a besoin de se développer. Et puis ce n'est pas avec ces genres de bonhommes qu'on va développer notre continent. Sylvain Uric-Obam, alors finalement, Hamidine Kane interroge cette stratégie de l'opposition, cette stratégie de la chaise vide. On va en parler tout à l'heure de cette stratégie. Mais est-ce que véritablement l'opposition avait le choix? Est-ce que ce positionnement n'est pas finalement justifié dans la mesure où dès le départ l'opposition dénonce un pouvoir qui finalement ne respecte pas le jeu démocratique? Oui, je pourrais dire que c'est certainement la moins mauvaise des décisions, mais pas la meilleure. Je partage l'avis d'Hamidine Kane sur la stratégie de la chaise vide qui n'a jamais payé, et on y reviendra. Mais je relève également que, encore une fois, le peuple togolais, là, il est victime directe de la félonie de ses dirigeants. Parce que d'une part, décider de ne pas aller aux élections, après, on va dire, 3 ans de contestation et la dernière année qui a été impressionnante en termes de manifestation et en termes de répression. Les 8 et 10 décembre dernier, nous avons encore connu 4 morts au Togo. Justement parce qu'il fallait aller dans la rue pour manifester. En fait, l'opposition a d'abord tenté de manifester. La manifestation pacifique, qui est l'un des droits constitutionnels de tout un peuple. Mais, sauf que cette manifestation a toujours été réprimée. Alors, il ne lui restait qu'une seule chose, le boycott, comme je l'ai indiqué, qui n'est pas la meilleure solution, mais qui paraît être la moins mauvaise. Dans le cas d'espèce. Alors en tout cas, ces élections sont intervenues après des longs mois de négociations arbitrées par la CEDEAO. Alors l'opposition attendait énormément de la CEDEAO, mais est-ce que finalement l'organisation n'a pas fait une erreur de jugement en pressant ces élections? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu des réformes plutôt que des élections anticipées? Moi, je crois qu'effectivement, la CEDEAO n'a pas joué le rôle qu'il fallait. La CEDEAO aurait pu menacer et puis d'ailleurs dire à Faure Gnassingbé certaines choses, pas en coulisses, mais généralement à huis clos. Et puis pour qu'ils comprennent. Ça veut dire que déjà, je crois que le président guinéen l'avait carrément menacé quelque part. C'était en 2017. Mais bon, je crois qu'il a le dos solide. Mais il faudra que les présidents africains qui sont là depuis fort longtemps au pouvoir, il faudra qu'ils sachent qu'il y a une fin en tout. Il y a une fin en tout. On le voit maintenant ici en France, qui est l'une des plus grandes démocraties. Le gouvernement français est menacé par les contestations. Et puis, ils sont en train de céder. Ce n'est pas un petit pays. La répression, au moment, on peut dire qu'elle peut sévir et puis on peut la comprendre ou bien dire qu'elle peut régner. Mais
tôt ou tard, c'est le peuple qui finira par gagner. Parce que vous pouvez tuer 10 000, 20 000, 50 000, mais le peuple finira par menacer l'armée et par venir au bout de l'armée. L'armée ne peut pas contenir le peuple quand le peuple le décide. Donc il faudra qu'il sache aussi que même s'il a l'armée en appui, l'armée finira par savoir qu'il a fauté et qu'il faut qu'il dégage. Sylvain Ulrich Obam. Alors, je vais vous dire, Zahra, et d'ailleurs aussi aux téléspectateurs, parce que même si aujourd'hui nous sommes arrivés à un boycott, il faut recontextualiser les choses. Les événements qui ont pignon sur rue depuis un an au Togo manifestent une volonté féroce du peuple togolais de rompre avec l'ordre ancien, on va dire, l'ordre constitutionnel ancien, pour s'arrimer à un certain continentalisme constitutionnel. Je rappelle que ce qui est en jeu, et parmi les demandes de la C14, c'est nécessairement de revenir sur le plan du système électoral du président de la République à la Constitution de 1992, qui a été modifiée en 2002. Alors, ce peuple-là, les revendications qu'il émet depuis un certain nombre d'années, non pas seulement qu'une facette économique, mais il y a de surcroît une volonté pour ce peuple de sortir d'une certaine marginalité pour tendre vers un meilleur. Et ça, pour mettre un terme définitif à un demi-siècle de glaciation autoritaire. Monsieur Khan le rappelait encore tout à l'heure, et j'enfonce le coup là-dessus, depuis, on va dire, 67. Donc c'est un régime tyrannique qui est sans dignité, pour lequel le peuple togolais veut sortir. La question sous-jacente à cette crise, c'est véritablement l'alternance. Mais est-ce que ce boycott, vous l'avez dit tout à l'heure, quelque part n'arme pas le pouvoir en place pour justement pouvoir mener à bien les réformes qui devraient se tenir les prochaines semaines, les prochains mois? Absolument, mais je crois qu'il va profiter de sa majorité qui va venir pour modifier la Constitution encore. Ah oui, il va modifier pour pouvoir se représenter en 2020 et en 2025. Donc, et puis bon, ce sera dommage pour ce peuple. Et puis je crois que maintenant, il est temps quand même que les Africains se disent qu'on en a ras-le-bol. Et puis il faudra que tous ces dirigeants dégagent. Parce qu'ils n'ont pas fait bouger leur pays, ils n'ont pas fait bouger le continent. Ils sont en train, avec la corruption, ils sont en train de malmener les populations civiles. Les gens se paupérisent davantage. Et puis il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'infrastructure. L'éducation est défaillante. Donc c'est tout qui va à volo. Donc les Africains aussi ont besoin de vivre, ils en ont la capacité, les intellectuels africains le veulent, le peuple africain le veut, on a besoin de changement. Et puis ce changement ne peut pas venir d'un monsieur qui est là avec son papa depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans. Ça, le changement ne peut pas venir de lui. Aucun changement, aucun développement ne peut venir de M. Eyadema. Alors, la majorité présidentielle pourrait donc, à la suite de ces élections, on attend bien sûr toujours les résultats, mais la majorité présidentielle pourrait remporter jusqu'à les 4/5e, soit 73 députés sur les 91, si mes chiffres sont bons, contre 62 actuellement. Une victoire certes, mais avec quelle légitimité, Sylvain Ulrich Obam? Oui, mais vous venez de le dire, l'enjeu principal pour l'UNIR et la majorité, effectivement, c'est d'obtenir les 4/5e qui lui permettront de réviser seul, d'apporter les réformes seul au Parlement. Je précise encore, effectivement, ils ont 62 députés aujourd'hui au Parlement. Il leur en faut 73, donc il leur en manque à peu près une dizaine. Et le boycott va favoriser justement cette marée de l'UNIR. Incontestablement, puisqu'en face, il n'y a personne. Bon, il y a certainement une démobilisation, mais la majorité ne se calcule pas nécessairement au nombre de personnes qui sont allées voter. Toutes les personnes qui auront voté seront comptabilisées pour octroyer les 4/5e au pouvoir. Donc qu'il y ait une majorité faible, comme elle s'annonce d'ailleurs, sauf à ce qu'il y ait un tripatouillage quelque part. Mais cela n'empêchera pas au pouvoir en place d'obtenir les 4/5e. Et c'est un boulevard pour qu'ils puissent réformer sans qu'il y ait en face une opposition.
Et c'est triplement dommage parce que une démocratie, si tant était qu'elle en était le Togo, et je n'en doute pas qu'il y ait certainement des ingrédients, mais elle ne peut pas fonctionner sans contradiction. Sinon, nous ne sommes pas dans une démocratie. Et l'alternance est le substrat d'une démocratie. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers une assemblée nationale qui pourrait être remise en cause au cours des prochaines semaines? Remise en cause, ce sera difficile parce que lui, il ne va pas remettre en cause l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, parce que c'est en sa faveur. Donc je crois qu'il va renforcer et puis il va enfoncer le clou pour dire que vous avez tort de ne pas venir aux élections. Donc tant pis pour vous, et puis les modifications constitutionnelles que je voulais faire passer, je vais les faire passer sans une mouche qui bouge. Donc voilà, moi je dis que c'est vraiment dommage les boycotts, même si c'est justifié, il faudra aller en ordre de bataille. Il faudra que les partis politiques s'unissent, prennent 1 ou 2 leaders et puis ils vont à la bataille. C'est dommage que le peuple togolais qui est en train d'être dans la rue depuis 3 ans, au dernier moment dit que non, on ne va pas aux élections. Parce que ça, c'est vraiment dommage. Moi, je dis vraiment, je suis contre ces procédures que les Africains font souvent. Mais il faut aller au combat, il faut accepter de combattre. Alors, mais pour l'opposition, aller ou ne pas aller aux élections, c'était la même chose. À savoir que le système en lui-même favorise, ou en tout cas favoriserait le pouvoir en place. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs l'une des contestations de la C14, justement, sur la CENI, qui serait contrôlée par l'UNIR et qu'ils souhaiteraient, dans leurs revendications, contrôler la CENI. Ça s'entendrait dans un régime démocratique. La Commission nationale électorale doit être composée de manière paritaire entre les membres de l'opposition et les membres de la majorité. Je pense que c'est un fondamental démocratique pour qu'il y ait de la confiance en l'institution. Et sans confiance en l'institution, il ne peut pas y avoir de paix dans un pays. Et la Commission électorale togolaise, faute, et je dirais les institutions supérieures, parce que les membres de la commission sont nommés par le président. Donc le système politique en lui-même est faussé dès le départ. Parce que je reviendrai à ce que disait Hamidine Khan, mais boycotter, ça ne change en rien au pouvoir de M. Kabila. Ça ne réduit pas sa légitimité. Plutôt, autant pour moi. Peut-être que la même chose pourrait s'appliquer également pour la légitimité politique n'est pas la recherche première des chefs d'État africains. Sinon, on verrait qu'au Togo, qui est un scrutin uninominal à 2 tours, c'est un scrutin uninominal à 1 tour, donc il peut être élu à la majorité relative, donc à moins de 50% des Togolais. Au Gabon, pour un parallèle, en 2011, l'opposition a boycotté les élections, ça n'a pas empêché le président Ali Bongo d'y aller et d'obtenir une majorité écrasante. Donc chaque fois qu'il y a le boycott, je ne dirais pas que c'est l'arme des faibles, mais c'est l'arme privilégiée pour des combats pacifiques du XXIe siècle. Mais sauf que la politique de la chaise vide, c'est que la chaise vide ne reste jamais vide longtemps. Et que ainsi s'applique la règle, le principe selon lequel la nature a horreur du vide. Les sièges vacants seront nécessairement occupés par des personnes proches du pouvoir qui favoriseront le processus de réforme politique de M. Yadema. Et l'opposition n'aura qu'à attendre encore 5 ans. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà donc pour en tout cas ce que l'on pouvait dire ce soir sur les élections législatives au Togo. Les résultats sont donc attendus. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.